ce webinaire de façon à ce qu'elle puisse le regarder ultérieurement. Et puis, le diaporama qui va vous être présenté sera également enregistré sur la plateforme des évaluateurs. Alors, j'espère que tout le monde m'entend. Est-ce que vous pouvez lever une petite main? Voilà, merci, c'est gentil. Ça fait un petit peu plus humain, effectivement. Merci beaucoup pour toutes ces mains levées. Je vous dis bonjour. Vous le savez, le programme, le guide Erasmus+ et l'appel à propositions 2021 ne sont pas encore publiés. Les négociations au niveau politique se sont clôturées tardivement en décembre 2020, et puis il y a tout un temps de validation des différentes instances, ce qui fait que nous attendons toujours la publication de ce guide, et la Commission européenne nous donne comme perspective fin mars, début avril. Il n'en demeure pas moins que nous devons effectivement nous préparer à la campagne d'évaluation qui va arriver, et puis nous préparer aussi pour répondre aux questions des candidats qui attendent également la publication de ce guide. Donc, c'est pourquoi nous avons souhaité organiser ce webinaire de façon à répondre à vos questions, parce que nous savons que vous posez un certain nombre de questions, et de façon à vous présenter les actions qui seront évaluées durant ce premier semestre, et surtout les périodes d'évaluation qui vont vous concerner. Alors, pour animer cette présentation, nous serons deux. Jean Bassalet-Merpillat, que vous voyez à l'écran, qui est le nouveau directeur du département gestion des projets, qui nous a rejoint au mois de janvier, donc très récemment. Et puis, nous avons aussi deux collègues qui peut-être vont montrer leur visage si elles le peuvent. Donc, Noémie Hilpipre, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent également, qui est donc notre collègue du pôle partenariat, qui est donc chargée de projet au pôle partenariat, et Nora Tagri, qui peut-être n'a pas sa caméra, qui est assistante administrative. Merci Nora, voilà, qui est donc assistante administrative au département gestion des projets. Elles auront pour mission soit de répondre en direct à vos questions posées par écrit, soit de nous faire remonter un certain nombre de questions à certains moments du webinaire, de façon à ce qu'on puisse y répondre également en direct. Alors, j'avais préparé un tout petit sondage de 2 secondes. Alors, pour un petit peu voir qui vous êtes. Je lance le sondage, on va voir si ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez répondre rapidement à ce sondage qui porte sur est-ce que vous avez déjà évalué des projets Erasmus+ durant la période 2014-2020? Donc, merci pour vos réponses. On voit qu'un grand nombre d'entre vous, 92%, sont des évaluateurs déjà confirmés sur le programme Erasmus+, et il y a un petit 8% de nouveaux évaluateurs. Merci à vous. Alors, hop. Donc, je vais commencer par partager le diaporama qui va être le support de la présentation. Voilà. Voilà. J'espère que tout le monde également voit le diaporama. Jean, tu le vois aussi, le diaporama? Noémie aussi? Bon, tout le monde voit le diaporama. OK, très bien. Donc, vous l'avez compris, nous n'allons pas vous présenter l'entièreté du nouveau programme 2021-2027, mais simplement des repères pour que vous puissiez vous projeter sur les actions qui seront évaluées durant ce premier semestre. Jean, tu peux commencer. Merci Sylvie. Ce nouveau programme, vous le verrez, nous avons coutume de dire entre nous que ce n'est pas une révolution, mais une évolution.
Donc, il y a beaucoup de choses dans le cadre qui vous seront familières. Et là, la diapositive montre, par exemple, que l'on reste sur les 3 activités que vous connaissiez, sachant que nous intervenons sur une partie des 2 actions clés, 1 et 2. Donc mobilité, partenariat, les réformes étant gérées au niveau de l'agence centrale bruxelloise. Donc là-dessus, il n'y aura pas de nouveauté. Vous aurez toujours mobilité, des partenariats avec les 5 secteurs éducatifs, sachant que nous sommes concentrés sur 4, le scolaire, la formation professionnelle, l'éducation des adultes et l'enseignement supérieur. Donc la diapositive suivante est là juste pour remettre également un contexte du point de vue de l'enveloppe financière, parce que cela va impacter nécessairement le nombre de projets évalués. Suite à des discussions politiques au niveau européen, il a été décidé de mettre un accent très fort sur le programme Erasmus+, qui est un des piliers de la construction de l'Union européenne, et l'effort est porté à 26 milliards sur la durée de la programmation, donc sur les 7 ans. Cela faisant, on parle d'à peu près de 80 d'augmentation. Alors, il ne faut pas en déduire que l'on va avoir 80 d'augmentation dans les types de dossiers que nous connaissions jusqu'à présent, puisque là, ça va être réparti entre jeunesse, entre plusieurs choses, mais on s'attend à, des appels à projets qui pourront sans doute, nous l'espérons, suivant les secteurs, apporter beaucoup plus de réponses favorables aux participants. Alors, la diapositive suivante, c'est pour rappeler les 4 priorités dans lesquelles se place le programme sur cette nouvelle programmation. Certaines vous sont familières, une s'est ajoutée et un accent plus fort commence à être mis par la commission, c'est la dernière. Donc on va commencer par les plus familières, inclusion et diversité. Donc ça, l'inclusion est un thème que vous aviez l'habitude de traiter, de voir dans certains des dossiers. C'est quelque chose auquel la commission était déjà très attachée, mais l'inclusion, sans rentrer dans la définition précise, cela fera partie des webinaires de formation plus détaillés que nous aurons par la suite. L'inclusion, il faut voir qu'elle a 2 niveaux. La commission l'entend comme étant inclusion, j'accueille de nouveaux porteurs de projets, des structures peut-être plus petites, plus fragiles administrativement, qui pouvaient être impressionnées par la tâche demandée dans la fourniture d'un projet Erasmus+. Donc l'inclusion, c'est s'ouvrir à de nouvelles structures, ce qui va aussi en lien avec ce que je disais avant sur le budget en augmentation, et l'inclusion aussi, bien sûr, des publics les plus fragiles, qui est celle que nous avions tous spontanément en tête depuis le dernier programme. Cette inclusion des publics les plus fragiles étant liée à la notion de public ayant moins d'opportunités. Et nous verrons plus tard dans les formations que c'est un public qui est défini de manière très précise et que nous essaierons aussi de définir dans le bulletin officiel pour que les choses soient très claires sur qu'entend-on par inclusion et ceux ayant moins d'opportunités. La transition numérique, vous la connaissez, c'est un des piliers également, notamment dans les partenariats, beaucoup de travail sur cette question du numérique et qui est devenu d'autant plus d'actualité que nous sommes passés à marche forcée vers de l'hybride. L'environnement durable, c'est le verdissement du programme et la commission, sur cette programmation, met un accent très fort sur le verdissement du programme et vous verrez que cela peut mener à des petits suppléments de financement suivant les choix de déplacement de ceux amenés à faire des mobilités. Donc tout ça, nous le reverrons ensemble aussi lors des formations. Et la dernière priorité, qui est peut-être un peu plus nouvelle, est la vie démocratique. Alors, la vie démocratique, il faut entendre, essayer de favoriser la participation des citoyens à la vie des institutions de leur pays et la vie des institutions de l'Union européenne. C'est un volet que nous verrons aussi et nous reviendrons dessus, mais qui pour l'instant est en réflexion de manière transversale avec l'agence jeunesse. Merci Jean. Donc nous allons voir maintenant les actions qui sont à évaluer au premier trimestre. Peut-être faire une petite pause, puisqu'on nous avions dit que nous ferions une petite pause pour recueillir quelques questions. Noémie ou Nora, est-ce que vous avez vu des questions qui peuvent être remontées à l'attention de l'ensemble des évaluateurs? Quelqu'un demande, bonjour, quelqu'un demande si on peut avoir le diaporama en plein écran. Alors, je pense un que peu plus grand. je l'avais mis en plein écran.
Alors, mhm. Je pense que je suis à la limite de mes compétences là-dessus parce que j'ai pourtant activé ce qu'il fallait, me semble-t-il. Non, je vois pas d'autres possibilités. Je suis désolée. Je vois pas. Là, il occupe une toute petite partie de l'écran, c'est ça, Noémie ou Jean? En fait, c'est qu'il y a aussi la diapositive La suivante, diapo tu vois. suivante. Il y a quelqu'un D'accord. qui dit qu'il a zoomé à 50% pour l'obtenir. Il y a quelqu'un qui dit mode présentation. Mode présentation. Il faudrait enlever le cadre de la question suivante. Oui, voilà, c'est ça. Il faut masquer la suivante. Il suffit de déplacer le curseur vertical pour avoir le plein écran. C'est dans les paramètres. Tout le monde C'est gentil, nous vous êtes donne trop mignons. Alors là, je ne vois Il pas faut du tout. masquer le mode présentateur. Ah, Mais bon, si je arrête et que je reprends, on va réessayer. cliquez sur les 3 pointillés et enlevez le mode présentateur. Ah, d'accord. Bon, alors, cliquez sur les 3 pointillés et enlevez le mode présentateur. Ça, c'est clair. Ah, par Ah, contre, ça a enlevé non, le... c'est enlevé. Mhm. Pourtant, j'ai suivi les instructions. Est-ce que c'est mieux? Oui! Voilà. Ben, je remercie l'ensemble des évaluateurs pour m'avoir aidé à améliorer la présentation. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions peut-être? Non, uniquement, ben, c'est parfait. Beaucoup de bonjour. Ah oui, bonjour. Voilà. Alors, les actions à évaluer. Par contre, je n'arrive pas à passer. Ah, voilà. Oh là là, là 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 là. Je suis désolée. Je n'ai plus la main sur… Voilà. On va y arriver. Je reprends. Alors, quelles actions seront à évaluer durant le premier semestre? Vous avez 2 actions pour l'action clé 1, donc, qui est consacrée à la mobilité à des fins d'apprentissage. D'une part, une action qui s'appelle accréditation de consortium pour l'enseignement supérieur, et vous voyez ici le code qui lui est affilié. Vous aurez les nouveaux codes pour le programme 21-27, donc c'est l'AC 130, action clé 130. C'est une action qui ne bouge pas tellement par rapport à l'ancien programme. Dans la diapo suivante, je explique un petit peu mieux en quoi consiste cette accréditation. La deuxième action clé, ça concernera les secteurs scolaires, formation professionnelle et adultes, et ce sont des projets de mobilité de courte durée, AC 122. Alors, petite explication pour l'accréditation de consortium. Il s'agit pour des établissements d'enseignement supérieur qui souhaitent s'organiser en consortium pour développer de la mobilité étudiante ou du personnel, de demander une accréditation de façon à ce que ensuite, une fois cette accréditation allouée, ils puissent demander un financement. Donc, cette accréditation sera valable pour 7 ans, ce qui est nouveau par rapport à l'ancien programme où l'accréditation était valable pour 3 ans. Et évidemment, parallèlement à la demande d'accréditation, le coordinateur de consortium dépose une demande de financement, ce qui fait que il ne perdra pas une année et que si le consortium est accrédité, le financement pourra être alloué donc dès 2021. Alors pour ces accréditations de consortium, évidemment, l'ensemble des consortiums qui étaient déjà accrédités sous l'ancien programme vont devoir redéposer une demande. Nous évaluons à peu près une soixantaine de demandes cette année. Et vous le voyez en dessous, nous avons prévu 12 évaluateurs. Ces candidatures sont évaluées en double lecture. Le deuxième format, le deuxième projet concerne le scolaire, l'enseignement et la formation professionnelle et le secteur adulte. Et là, c'est un nouveau format puisque c'est un
un dépôt de projet pour tous ceux qui ne sont pas accrédités, qui n'ont pas eu l'accréditation donc fin 2020 pour pouvoir demander des financements et organiser des mobilités. Eh bien, ces porteurs, ces candidats pourront déposer un projet de courte durée de 6 à 18 mois. Ça concerne bien évidemment plutôt des nouveaux entrants qui justement pourront expérimenter la mobilité Erasmus+. Aucun consortium ne peut déposer via ce format puisque tous les consortiums de mobilité sur ces 3 secteurs ont dû demander une accréditation. Et ce sont donc des projets de petit format puisqu'il y a un plafond de 30 mobilités qui donc régit ce format. Pour l'ensemble des 3 secteurs, nous estimons nécessaire d'avoir 44 évaluateurs et nous aurons probablement une grande partie de ces projets qui seront évalués en simple lecture. Alors, vous voyez qu'il y a une projection en termes de nombre d'évaluateurs. Ça veut dire qu'on a fait auparavant une projection en termes de nombre de candidatures pour pouvoir ensuite induire un nombre d'évaluateurs qui seraient impliqués. Ce sont des prévisions. Évidemment, nous aurons la réalité des faits quand nous aurons les candidatures qui nous parviendront. Voilà. Alors, pour l'action clé 2, nous avons également deux formats. Pour les secteurs scolaires, formation professionnelle et adultes, un nouveau format qui est un partenariat dit simplifié, action clé 210, que l'on peut un petit peu comparer aux échanges scolaires de l'ancien programme. C'est-à-dire que, on va le voir tout à l'heure, ce sont des petits partenariats. Et puis sur les autres secteurs, enfin, l'ensemble des 4 secteurs, scolaire, formation professionnelle, adulte et enseignement supérieur, on retrouve les partenariats de coopération ou d'innovation qu'on a connus aussi sous l'ancien programme. Alors ici, quelques caractéristiques pour s'y retrouver. Donc, pour les partenariats simplifiés, on est vraiment plutôt sur un objectif d'échange de pratiques qui va concerner au minimum 2 organismes issus de 2 pays du programme. Ce sont des projets qui peuvent aller de 6 à 24 mois et un formulaire de candidature qui est extrêmement simplifié. Encore une fois, c'est pour permettre aussi aux petites structures, aux nouveaux entrants d'expérimenter un partenariat Erasmus+, et au niveau du budget, ça va fonctionner selon des subventions forfaitaires de 30 000 ou 60 000 euros. Pour ce format, nous estimons devoir mobiliser une quarantaine d'évaluateurs et nous serons certainement sur une lecture simple puisque la demande budgétaire n'excède pas 60 000 euros et que le règlement donc, dans le guide des agences nous indique qu'en deçà de 60 000 euros, nous pouvons faire une évaluation en simple lecture. Et puis, vous avez les partenariats de coopération qui sont vraiment à l'image de ce que vous connaissez pour la plupart d'entre vous pour les partenariats d'innovation. Donc, l'objectif, c'est vraiment de concevoir des productions innovantes avec un minimum de 3 organismes issus de 3 pays programmes. Donc, tout ça, vous connaissez un petit peu. Des durées de projet allant de 12 à 36 mois et un financement qui est plafonné à 400 000 euros pour 36 mois. Avec aussi possibilité de travailler avec des pays tiers. Donc, vous voyez le nombre d'évaluateurs ici un petit peu plus conséquent, 76 évaluateurs. Et là, forcément, ce seront des évaluations en double lecture. Donc, voilà pour les 4 actions qui devraient être évaluées d'ici dans le premier semestre. Peut-être qu'on peut regarder, voilà, s'il y a quelques questions. Je vois Noémie lever la main. Vas-y, Noémie. Alors, nous avons eu différentes questions par rapport déjà à la slide sur la mobilité. Y aura-t-il une procédure allégée pour les accréditations de consortiums enseignement supérieur pour les consortiums déjà accrédités dans l'ancien programme? Oui, alors je peux répondre tout de suite. On repart à zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de formulaire spécifique
pour les consortiums qui sont déjà accrédités sous l'ancien programme. On remet en jeu avec une nouvelle candidature, mais ce sont des candidats qui sont habitués et qui vont retrouver un formulaire de candidature pratiquement similaire à ce qui était déjà le cas sous l'ancien programme. Ça ne devrait pas poser de difficulté pour les anciens accrédités, on va dire. Autre question? Oui, Nora, tu veux? Oui, alors, oui. Donc, j'ai noté plusieurs questions, hein. Alors, la première, est-ce qu'il y aura une articulation renforcée avec l'agence Erasmus+ Jeunesse? Il a été question d'un partage de thématiques sur le sujet vie démocratique, ou est-ce que le système des deux entités de référence demeure? De deux entités de référence. Oui, tout à fait. Alors, il y a toujours deux agences qui sont, on se dit deux agences sœurs, puisque l'agence jeunesse s'occupe vraiment du volet jeunesse et sport, et puis ici, l'agence éducation-formation des 4 autres secteurs. Nous travaillons beaucoup ensemble, mais il n'y aura pas il y a une articulation renforcée, si vous voulez, au niveau des agences, mais au niveau des projets eux-mêmes, il y a bien des secteurs différents qui sont en cours sur ce nouveau programme. Et c'est peut-être ce que j'ai dit sur la vie démocratique qui peut mener à confusion. Nous restons bien sur deux agences séparées, comme le disait Sylvie. C'est sur cette définition de cette nouvelle priorité. Nous allons avoir d'abord un travail commun avant de revenir vers vous sur qu'entend-on par la vie démocratique, est-ce qu'on la retrouve dans les projets, si oui, comment? Parce que l'agence jeunesse intervient beaucoup sur toutes ces questions de citoyenneté, de participation des jeunes. Donc c'est plus dans la définition, voilà. Nous gardons nos missions séparées, nos évaluations séparées, mais là, c'est réellement cette quatrième priorité nouvelle demande une réflexion commune. Voilà, c'était ça que je voulais mettre en avant. OK. Nora, il y a d'autres questions? Alors oui, une autre question. Alors, les organismes qui ne sont pas des nouveaux entrants, mais qui n'ont pas demandé d'accréditation cette année, pourront-ils candidater au titre des projets de courte durée? Oui, tout à fait. C'est un format qui est pensé pour les nouveaux entrants, mais bien entendu, les organismes qui n'ont pas déposé d'accréditation ou qui n'ont pas obtenu une accréditation lors de l'appel à proposition 2020 peuvent tout à fait s'inscrire dans ce format à condition de ne pas être en consortium et de plafonner évidemment leur demande à 30 mobilités, bien sûr, tout à fait. Alors, toujours sur l'accréditation, est-ce que nous saurons si les non accrédités sont des nouveaux entrants ou des refusés d'accréditation? Alors après, on verra dans la formation effectivement plus spécifique avec les évaluateurs sélectionnés comment va s'organiser la campagne et quelles informations vont pouvoir être données aux évaluateurs. Pourquoi pas? Oui, oui, pourquoi pas? Ça peut être envisagé. Ensuite, si le guide du programme est annoncé pour début avril, est-ce que l'évaluation est quand même prévue pour le premier semestre? Oui. Alors, c'est ce que justement nous allons voir par la suite, parce que je sais que vous êtes dans l'attente des calendriers pour pouvoir vous projeter sur des périodes. Bien entendu, l'appel à proposition est publié tardivement par rapport à ce qu'on a l'habitude finalement de voir, puisque on a d'habitude avec l'ancien programme des dates de dépôt plutôt en février-mars. Donc là, comme c'est une période de transition, ça prend un petit peu plus de temps, mais il y aura évidemment des évaluations durant ce premier semestre. Donc, on va voir comment on va s'organiser. Justement, donc, toujours pas de date. C'était une question. Oui, alors on n'a pas de date précise pour l'instant de dépôt des projets, mais on va le voir par la suite. On a une estimation, une période, par exemple, pour l'action clé 1, donc mobilité, on a une période aux alentours de mi-mai. Autour de la mi-mai, les projets, la date de dépôt devrait se situer à peu près à cette période. Pour les partenariats, ça serait plutôt fin mai. Donc, ce qui laisse quand même relativement peu de temps pour les candidats pour se préparer, pour compléter leur dossier de candidature à partir de la publication de l'appel à proposition.
Alors, une autre question. Les évaluateurs AC122 évalueront-ils des projets sur plusieurs secteurs ou bien seront-ils concentrés sur un seul secteur, scolaire par exemple? Oui, très bonne question, effectivement. On va conserver le fonctionnement habituel, c'est-à-dire qu'il y a quand même une connaissance du secteur qui est importante à avoir pour l'évaluateur. Donc, on va rester sur les répartitions sectorielles avec des spécificités, quelques spécificités par secteur. Oui. Est-ce qu'une accréditation de consortium permet un dépôt de projet MIC, Mobilité internationale de crédit? Alors, ça, c'est une bonne question, étant donné que la mobilité internationale de crédit n'est pas ouverte en 2021, mais sera ouverte en 2022. Donc, ça ne sera pas pour cette année. Mais comme à l'image de ce qui se passait sous l'ancien programme, je pense que ça devrait être possible, mais pas pour 2021, ça sera après pour 2022. Ok. Noémie, je te donne la main. Merci. Alors, j'étais en train de répondre aussi à certaines questions. J'ai vu aussi la question passer de est-ce que les experts référents sont toujours… voilà, conservons-nous le système des experts référents pour les doubles lectures? Oui, alors justement, ça fait partie de la présentation qui va vous être donnée, bien entendu, mais vraiment bien entendu, nous conservons le dispositif des experts référents. Vous allez le voir tout à l'heure. Voilà, il y a eu évidemment sur le calendrier, bien sûr aussi. On va le voir. Après, plus de questions en fait spécifiques sur à la fois la mobilité ou à la fois les partenariats. Donc, par exemple, est-ce que l'action AC 220, le volet bonne pratique, disparaît-il? Est-ce Après, qu'il y aura 2 appels d'offres? Voilà, après on rentre un petit peu plus, il y a des questions un petit peu plus. Est-ce que pour les établissements scolaires qui sont accrédités, on rentre un petit peu plus dans le détail évidemment de tout ce qu'on a envie de savoir. et oui, je comprends qu'il y a beaucoup de questions. Effectivement, on ne pourra pas forcément répondre à toutes vos questions sur les détails finalement du programme, puisque après vous aurez des formations spécifiques sur chaque action et secteur. Je ne sais plus, il y avait une question que tu m'avais donnée, je l'ai perdue. Bref. Les experts référents. Et après, Oui. sur les actions AC 220, est-ce qu'on a perdu le volet bonne pratique? Le volet bonne pratique, ça veut dire quoi ça? Je ne comprends pas. Parce qu'avant, dans les projets de KA2, on avait le volet bonne pratique et innovation. Et c'est vrai que là, Échange de pratique. oui, échange de D'accord. pratique, tout à fait. Oui, tout à fait. On garde le côté, je crois que je remets la diapositive, on a un partenariat simplifié pour échanger des pratiques. Ce sont des partenariats d'échange de pratiques uniquement sur 3 secteurs, avec un format très simplifié et des subventions forfaitaires, soit de 30 000, soit de 60 000 euros. On garde ce format-là. Vous voyez que l'enseignement supérieur n'est pas concerné. Et on garde le format production innovante, donc les partenariats d'innovation sur les 4 secteurs. Après, il y a des questions aussi sur les formations en virtuel, les rassemblements sur Bordeaux. Voilà, ouais. Est-ce qu'il y aura… Voilà. On va voir ça. Donc, on va pouvoir continuer. Là, c'était une brève présentation des 4 actions qui vont être évaluées durant ce premier semestre. Je comprends bien que ça génère d'autres questions. Alors, le calendrier des évaluations, je pense que ça faisait partie aussi de certaines de vos questions. Je crois que c'est Jean qui doit commenter. Je vais vous présenter rapidement le calendrier sur les 2 actions qui vont faire l'objet d'appels. Donc, sur l'action clé 1 pour les mobilités, nous avons bien prévu des formations qui auront lieu dès avril jusqu'à début mai, sachant que, bien sûr, cette année, les formations seront encore à distance en essayant de créer le maximum d'interactions possible, mais nous serons tenus de rester à distance comme au printemps dernier. Après ces formations, l'objectif, tout dépendra bien sûr de la date de publication, que l'on estime un petit peu, mais dont nous ne sommes pas certains. L'objectif sera d'attribuer les candidatures évaluées le 21 mai, pour une période d'évaluation individuelle qui irait jusqu'au 14 juin. Lorsqu'il y a consolidation, ce serait la 2e quinzaine de juin qui serait consacrée, 15-23 juin, puisque notre objectif serait de disposer des évaluations finalisées au 23 juin.
puisque derrière, nous avons toute une série de procédures à appliquer, et puis nous nous dirigeons après vers des comités nationaux d'évaluation aussi. Donc, tout continue jusqu'en juillet pour nous. Ce qui explique ce calendrier en fonction des dates dont nous avons connaissance pour l'instant. Oui, du coup, je me rappelle une question effectivement qui était concernée les projets accrédités sur le secteur scolaire, formation professionnelle et adulte. Tous les projets accrédités, en parallèle, déposent une demande de financement qui seront également examinées là par l'agence pour pouvoir faire des simulations budgétaires. Alors, je passe à la suivante pour l'action clé 2. Sur les actions clé 2, donc sur les partenariats, même calendrier pour les formations, nous serions sur avril et tout début mai. Par contre, il y a un mois de décalage entre les deux appels, ce qui voudrait dire une attribution des candidatures vers le 31 mai. Et puis, forcément, un temps d'évaluation qui va jusqu'à la fin juin, avec la consolidation à la mi-juillet, au plus tard, pour terminer ces évaluations à la mi-juillet, puisque là encore derrière, nous devons nous entrer dans les phases administratives sur l'éligibilité, sur préparer le Conseil national d'évaluation. Donc, on a beaucoup de phases derrière qui s'enchaînent. Alors, nous avons conscience que l'on avance un petit peu sur juillet, mais c'est une année exceptionnelle. Lancement du programme avec un décalage. Le décalage s'explique non pas du fait de retard de la commission ou de l'agence, mais il faut bien avoir en tête que les accords politiques ont été complexes et ont été finalisés au mois de décembre dernier avec un retour du Parlement qui était revenu sur ce que proposait le Conseil. Donc, il y a eu beaucoup d'allers-retours politiques, comme vous le savez. Les accords financiers, donc décembre, ce qui nous mène à la publication du guide plutôt à la fin du mois ou tout début avril, et explique qu'exceptionnellement, cette année, nous allons déborder plus fortement sur l'été. Merci Jean. Est-ce que peut-être les calendriers proposés, qui sont vraiment proposés pour avoir des grandes périodes en tête, mais on attend vraiment la publication réelle des dates de publication et de dépôt des projets, est-ce qu'il y a des questions peut-être par rapport à cette partie concernant les calendriers? J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu énormément plus de questions que tout à l'heure. Par contre, bon, une personne me dit que c'est moins compatible pour les personnels de l'éducation nationale. Et par contre, il y a une nouvelle question qui demande juste de rappeler l'articulation entre les évaluations des évaluateurs, les missions de l'agence et le comité des évaluations. Donc, de rappeler un petit peu ce processus d'évaluation jusqu'au comité national d'évaluation, c'est ça, de comprendre un petit peu le processus, d'accord. Et effectivement, l'agence organise l'évaluation des candidatures qui sont reçues. Donc, les évaluateurs évaluent les candidatures. Et à partir des notes qui ont été attribuées par les évaluateurs, l'agence organise un comité national d'évaluation composé de personnalités d'organismes hors agence. Dans le comité national d'évaluation, on peut avoir par exemple l'OFAGE, on peut avoir l'AEDE, on a un certain nombre de structures, l'agence jeunesse, et des observateurs qui sont en général les ministères de tutelle. Et pendant ces comités nationaux d'évaluation, les listes classées sont présentées au comité, le processus d'évaluation est présenté, et puis s'il y a on présente des différents scénarios de sélection en fonction des actions et en fonction de l'attribution financière, de l'enveloppe budgétaire dont on dispose. Donc, le comité national d'évaluation discute sur les différents scénarios qui sont proposés et aboutit à, par vote, une proposition de liste de sélection. Et à l'issue de cette proposition de liste de sélection, c'est la direction qui, elle, émet une liste de décisions qui va permettre de publier les résultats. Voilà. Est-ce que c'est un petit peu plus clair pour la personne qui a posé la question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Nora? Oui, une confirmation, si les évaluations seront en distanciel ou toujours en virtuel?
Oui, ou en présentiel, pardon. En Présentiel ou distanciel. D'accord. Alors, bon, écoutez, vous l'avez quand même, vous suivez quand même les informations. Les nouvelles ne sont pas forcément très bonnes en ce moment, donc on est vraiment dans un contexte toujours sanitaire complexe, ce qui fait que forcément les évaluations et les formations vont se dérouler à distance. En tout cas, vous avez l'habitude, hein, pour les évaluations elles-mêmes, elles se font depuis très longtemps à distance via un outil européen qui s'appelait OEET, pour si certains s'en rappellent, qui va changer maintenant d'appellation puisqu'on va avoir une nouvelle plateforme beaucoup plus conviviale et beaucoup plus simple finalement et qui offre beaucoup plus de possibilités pour les évaluateurs. Vous aurez bien entendu un module de formation sur la prise en main de cette plateforme d'évaluation. Donc, ça se fera en ligne et tout se fera à distance. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce qu'on aimait bien aussi vous rencontrer lors de briefings ou de débriefings. D'autres questions, Noémie? Il y a une question pour savoir quand est-ce que les évaluateurs seront informés de leur sélection. Tout à fait, bonne question. On y répond dans la suite de la présentation. Et encore juste une question, une personne pour qui c'est pas clair pour l'action AC 122. Du coup, je ne sais pas quelle est l'action 122. Je suis moins à l'aise sur KA1. Est-ce que ce sont des candidatures individuelles d'établissements ou plusieurs partenaires européens peuvent figurer sur la candidature? Alors, l'action clé 1 122, ça concerne les formats de mobilité courte durée. Donc, ce sont des petits projets de petite envergure. Où là, il n'y a pas effectivement de consortium possible. Donc, ce seront des organismes qui pourront déposer et qui décriront le projet qu'ils veulent mettre en œuvre et demandent un financement derrière. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Regarde la question, Noémie, si c'est… Je n'ai pas Ce sont des oublié un candidatures aspect. individuelles. Est-ce que du coup, vous pouvez dire que l'établissement français? Oui, du coup, ce qu'il veut savoir, c'est vraiment que Voilà. l'établissement français qui dépose. Oui, tout à fait. C'est l'établissement français qui dépose pour faire de la mobilité sortante. Alors après, il y aura à indiquer un certain nombre de partenaires européens vers lesquels il souhaite concentrer ses mobilités, mais c'est le français, l'organisme français qui dépose. Oui. Et du coup, les consolidations seront bien en virtuel également? Les consolidations seront en virtuel. Bon, je pense, pour l'instant, nous n'avons pas forcément de bonnes nouvelles concernant le contexte sanitaire. Donc, voilà. Une autre question. Pour le SCO, K1 SCO, pourriez-vous redire comment sont expertisés les projets des établissements ou consortia qui sont déjà accrédités? Alors, les établissements qui sont déjà accrédités sur le secteur scolaire ou EFP ou adulte vont déposer une demande de financement, que ce soit d'ailleurs les organismes à titre individuel ou les coordinateurs de consortium. Au même moment que les projets de courte durée vont déposer leur candidature, les organismes accrédités déposent via un formulaire très, très simplifié une demande de financement dans laquelle il va simplement leur être demandé quel type d'activité ils souhaitent mettre en œuvre et le nombre de mobilité qu'ils souhaitent activer sur quelle période. Voilà. Donc, ça sera vraiment très, très, très simple, un petit peu à l'image aussi de ce que font les établissements d'enseignement supérieur quand ils demandent leur financement, sachant qu'ils ont déjà répondu à toutes les questions de leur stratégie, de la mise en œuvre des mobilités qu'ils vont qu'ils vont développer dans le cadre de l'accréditation. Là, ça sera juste une demande de financement. Donc, il ne sera pas évalué. Les modalités d'évaluation de ces demandes de financement pour tous les secteurs hors enseignement supérieur seront publiées sur le site de l'agence. Nous avons prévu de le mettre dans le bulletin officiel et ce sera une modalité comme ça qui sera assez transparente.
On sait déjà qu'il y aura des montants minimum garantis, des montants maximum possibles, et toute la question, pour l'instant, qui est en cours de travail à la commission, ce sont les critères qui seront pris en compte pour répartir entre ces deux bornes. Et ça, donc, ce n'est pas encore complètement arrêté. Et lorsque ça le sera, nous le publierons sur le site de l'agence. Donc, chacun pourra voir ce qui est pris en compte et comment sont répartis ces fonds pour les accréditer. Merci Jean. Est-ce qu'il y a une autre question avant de… De toute façon, il y a quand même de nombreuses questions détaillées. Par contre, je revois passer cette question, je crois qu'elle a déjà été posée tout à l'heure, sur l'évaluation des mobilités KA103. Il n'y a pas d'évaluation prévue pour les mobilités KA103. Ces actions doivent intégrer les programmes intensifs. C'est ce que j'ai compris, donc pas d'évaluation de ces projets. Alors, pour les projets donc, de mobilité de l'enseignement supérieur, donc, ancienne appellation, c'était effectivement la C103. Pour la nouvelle nomenclature, on sera plutôt sur de la C131, je crois, me rappeler. Donc, comme c'est une demande de financement, il n'y a pas d'évaluation de ces projets. Il y a juste ensuite des répartitions, en fait, des clés de répartition financière à mettre en place pour, comme habituellement, hein, pour ce type de projet. Il n'y a pas d'évaluation. Oui, peut-être juste redire pour les personnes qui seraient nouvelles dans le dispositif que pour l'enseignement supérieur, il y a une accréditation, mais qui est gérée par l'agence centrale à Bruxelles, qui délivre les chartes EDCHE. Et nous intervenons suite à leur demande de financement. Contrairement au secteur hors supérieur, je dis ça non pas de manière péjorative, mais pour aller plus vite, où nous gérons également l'accréditation, puis les demandes de subvention. Donc, dans le supérieur, nous ne voyons pas cette phase. Nous ne voyons que la phase de répartition des demandes de subvention pour mobilité, sur laquelle les évaluateurs n'interviennent effectivement pas. Donc, c'est beaucoup plus distant pour vous. Nora, oui, une question sur le CNE. Oui. Alors, concernant ce comité d'évaluation, sur quels critères se font la sélection en dehors de la note attribuée au projet? Et par exemple, est-il possible que des projets d'un établissement surreprésenté soient in fine retoqués pour conserver un certain équilibre dans l'attribution des enveloppes? Alors, en général, l'agence présente un certain nombre de scénarios et on se base principalement sur les notes, donc par ordre décroissant de notes et en fonction de l'enveloppe budgétaire. Après, il peut souvent se poser des questions sur des projets qui ont obtenu la même note, par exemple sur des partenariats qui sont, et pour lesquels on n'a pas une enveloppe suffisante pour financer, mettons, 4 projets qui sont notés 89. Donc là, il y a des discussions, il y a des critères objectifs en termes de, par exemple, est-ce que le projet est sur une priorité, est-ce que le projet est un nouvel entrant, etc. Donc, il y a un certain nombre de critères qui peuvent être mis en avant. Pour les actions de mobilité, ce sont souvent aussi des scénarios en termes financiers. Hein. Donc, je pense que vous le savez, les évaluateurs qui étaient sous l'ancien programme, les 2 dernières années du programme, on a essayé de financer tous les projets notés jusqu'à 60, puisque c'était possible. Et à ce moment-là, on avait un système d'allocation partielle. Donc, voilà, à quel niveau on s'arrête, comment ça se joue. Ce sont ces scénarios-là qui sont discutés dans le cadre du CNE. Bon, il y a encore de nombreuses questions. On peut peut-être, Sylvie, tu peux peut-être continuer pour qu'on puisse avancer un petit peu dans la présentation. Je suis désolée pour ceux qui posent les questions, mais… On fait le maximum. De toute façon, on regardera hein, les questions et si on peut répondre aussi plus tard, on le fera. Alors, comment allez-vous vous inscrire aux sessions d'évaluation et quand va paraître justement, vont paraître ces informations? Alors peut-être un petit tour, puisqu'on vous a parlé du nombre d'évaluateurs prévus par grande action
Là, c'est un petit peu plus détaillé par secteur pour que les évaluateurs qui sont concernés par un seul secteur puissent aussi se projeter. Donc là, vous voyez ici les projections sur les projets de mobilité. Pour le consortium du supérieur, donc 12 évaluateurs sont prévus. Pour la mobilité, donc des projets de courte durée sur le scolaire, 18 évaluateurs, etc. Donc vous voyez le tableau. Évidemment, c'est toujours à titre indicatif. Il se peut qu'il y ait des modifications en cours de route en fonction du nombre de candidatures que l'on voit arriver. En tout cas, on a essayé de calculer le nombre d'évaluateurs en fonction d'une moyenne de 10 à 11 dossiers par évaluateur, sachant que ces projets de mobilité courte ne vont pas être des projets très denses, mais plutôt des projets de petit format. Alors, pour les partenariats, on a 2 types de partenariats, vous l'avez vu, pour les partenariats simplifiés qui s'apparentent aux échanges de pratiques et donc qui seront en simple lecture. Vous voyez, ici, on a prévu 17 évaluateurs pour le scolaire, avec une moyenne de 10 dossiers par évaluateur. Et pour les partenariats de coopération, donc qui sont des projets d'innovation un petit peu plus denses, on a prévu également un nombre d'évaluateurs par secteur. Et là, on essaie de diminuer un petit peu la charge de dossiers. Si on pouvait aller à 8 dossiers maximum par évaluateur, ça serait quand même plus réaliste parce que ce sont des dossiers qui sont quand même beaucoup plus longs à évaluer. Donc voilà, pour vous donner des indications et pour pouvoir vous repérer un peu par rapport au secteur. Alors évidemment, on en parlait tout à l'heure, nous poursuivons et nous intensifions le dispositif des experts référents parce qu'on a vu en particulier durant l'année 2020 tout l'intérêt de ce dispositif pour accompagner l'évaluation et pour accompagner les évaluateurs d'une part et procéder aussi à la relecture des commentaires. Donc, sur l'action clé 1 et l'action clé 2, nous avons prévu au total 35 experts référents. Nous allons évidemment faire un appel pour que les experts référents expérimentés qui ont déjà assumé cette mission sur l'ancien programme et souhaitent continuer puissent se positionner, mais nous allons ouvrir à de nouvelles candidatures puisque nous avons besoin d'experts référents qui, vous le voyez, les périodes d'évaluation étant se chevauchant, un évaluateur ne pourra être sélectionné que sur une action, un secteur. C'est pareil, un expert référent ne pourra être prévu que pour une action et un secteur. Donc, je pense qu'il va falloir ouvrir, et puis c'est bien, on est très content aussi de pouvoir ouvrir la candidature à de nouveaux experts référents. Et pour cela, il nous faut bien sûr une formation. Alors habituellement, les années précédentes, nous organisions un séminaire d'experts référents, ce qui permettait de faciliter les échanges et les travaux en atelier. Bon, évidemment, là, nous devons programmer une formation à distance donc, qui sera prévue le 13 avril. Et nous essaierons d'avoir avec nous quand même des experts référents expérimentés pour pouvoir travailler aussi sur ces échanges de pratiques entre experts référents. Donc oui, le dispositif perdure, le dispositif est très important pour la sécurisation des évaluateurs et des évaluations. Et il sera même étendu à l'action clé 1, consortium, l'accréditation de consortium sur l'enseignement supérieur, qui habituellement n'avait pas forcément d'experts référents puisqu'on était sur un taux d'évaluateurs entre 2 et 4. Donc là, vous avez les missions, les grandes lignes des missions des experts référents, mais qui vraiment fournissent un travail d'accompagnement et d'accompagnement à la méthodologie d'évaluation aussi très, très important. Alors, vous pourrez vous inscrire sur la plateforme des évaluateurs à partir du 22 mars, donc c'est vraiment lundi qui arrive. Une session va être ouverte par action et par secteur. Évidemment, vous regardez si vous êtes disponible pendant les sessions d'évaluation et nous clôturerons les inscriptions le 31 mars de façon à pouvoir
sélectionner les évaluateurs qui seront mobilisés sur les différentes actions dans la semaine du 9 avril et pouvoir vous informer à l'issue de cette sélection pour pouvoir d'ores et déjà enclencher le processus de formation de ceux qui seront retenus. Alors, juste une petite capture d'écran. Bon, vous êtes habitués pour la plupart d'entre vous pour voir comment vous le voyez vous de votre côté. Donc là, c'est une capture d'écran de l'an dernier, mais vous voyez que l'ensemble des sessions d'évaluation par action et par secteur seront ouvertes et puis vous n'aurez plus qu'à cliquer sur l'action ou les actions, le secteur ou les secteurs qui vous concernent. Donc, vous pouvez vous inscrire sur plusieurs actions, sur plusieurs secteurs. Alors, juste voilà, un rappel de principe, c'est que plus vous serez nombreux à vous positionner et plus on atteindra les prévisions et voire même on peut les dépasser pour pouvoir diminuer le nombre de dossiers à évaluer. Je pense en particulier pour les partenariats, surtout les partenariats d'innovation, c'est quand même un critère important de ne pas avoir trop de dossiers, d'avoir un nombre de dossiers intéressants à évaluer, mais de ne pas non plus crouler sous le poids des dossiers. Donc, plus on aura d'évaluateurs qui vont s'inscrire à ces sessions d'évaluation et plus ça jouera aussi sur le nombre de dossiers à évaluer par chaque évaluateur et donc, in fine, sur la qualité de l'évaluation. Est-ce qu'on a des questions là avant d'entamer Oui. sur peut-être, on fera un focus sur les activités de l'évaluateur. Oui. Comment vont être est-ce que les évaluateurs vont recevoir un courriel indiquant l'ouverture des inscriptions? Alors oui, quand les sessions d'inscription sont créées et ouvertes sur la plateforme, en général, on envoie automatiquement un mail à l'ensemble des évaluateurs puisqu'on va publier une actualité sur la plateforme et l'ensemble des évaluateurs recevra un mail leur indiquant qu'ils peuvent s'inscrire. Alors, peut-on s'inscrire sur plusieurs secteurs ou doit-on se cantonner au secteur que l'on a déjà évalué? Alors, vous pouvez vous inscrire sur les secteurs que vous connaissez, c'est-à-dire que l'idée, c'est quand même d'avoir un évaluateur qui a la connaissance du contexte et des enjeux du secteur qu'il va évaluer. Donc, vous pouvez vous inscrire sur les différents secteurs qui correspondent à votre parcours professionnel. Y aura-t-il une évaluation test? Alors, vous avez toujours de très bonnes questions qui anticipent sur la présentation. On va le voir tout à l'heure, mais bien sûr, c'est vraiment la pierre angulaire du dispositif de formation des évaluateurs. Une question sur la tarification. Oui, très important. Alors, justement, on a une diapo qui est prévue pour vous présenter la grille tarifaire provisoire pour l'année 2021. Donc, on le verra tout à l'heure. J'ai noté une question aussi sur, dans les partenariats, il y a de plus en plus de rédactions en anglais. Est-ce qu'il ne serait pas pertinent de nous aussi évaluer en anglais? Alors, sur cette question, l'agence y a réfléchi, mais nous tenons réellement aussi à défendre le plurilinguisme au niveau de l'Union européenne et à garder un travail en français. Je peux vous assurer ici que toutes les équipes sont recrutées avec un bon niveau d'anglais, donc c'est réellement pas une crainte par rapport à la langue, c'est pas une barrière de langue, mais au niveau français, il y a eu la loi Toubon et la protection de la langue française. Nous sommes une agence nationale sous une autorité nationale qui inclut essentiellement le ministère de l'Enseignement supérieur, Recherche et Innovation, puis l'Éducation nationale, Jeunesse et Sport. Donc nous tenons à garder quand même ce travail en français. Oui. Alors, une autre question. Alors, c'est pour une personne qui n'a jamais évalué, hein. Quand vous dites que nous devons nous inscrire sur une ou des actions ou sur un ou des secteurs qui nous concernent, pouvez-vous préciser? Je n'ai encore jamais évalué de dossier, donc j'ai pour habitude de me proposer sur plusieurs actions ou secteurs. Oui. Alors, je reviens, si vous voulez, à la diapositive qui était une capture d'écran de ce que voit l'évaluateur sur sa plateforme, c'est-à-dire qu'on va rentrer
chaque action qui vous a été présentée par secteur. C'est-à-dire, par exemple, pour l'action mobilité de courte durée, il va y avoir une ouverture. Action mobilité de courte durée, enseignement scolaire. Action mobilité de courte durée, formation professionnelle, etc., etc. Donc, pour chaque action. Et donc, vous voyez que vous avez la possibilité de vous inscrire, par exemple, sur l'action de mobilité de courte durée, à la fois sur le secteur formation professionnelle et sur le secteur scolaire, si vous avez de l'expérience sur ces deux secteurs. Vous pouvez aussi, en parallèle, cliquer sur le bouton m'inscrire sur une action de partenariat, par exemple, sur les secteurs scolaires et formation professionnelle. Donc, en cliquant sur l'intitulé, de toute façon, l'intitulé, c'est un lien. Si vous cliquez sur le lien, vous aurez des indications sur ce que recouvre cet intitulé. Par contre, du coup, pour les actions, enfin pour les évaluations d'action clé 1 et action clé 2, au niveau du calendrier, le calendrier va un petit peu se chevaucher sûrement. Ça sera compliqué d'évaluer à la fois de l'action clé 1 et à la fois de l'action clé 2. Tout à fait. On peut s'inscrire sur, et j'ai même on conseille même aux évaluateurs de s'inscrire sur toutes les actions et les secteurs qui les intéressent. Après, pendant la semaine du 6 au 9 avril, c'est l'agence, les différents services qui vont se mettre d'accord pour qu'il n'y ait qu'un seul évaluateur sur une action, un secteur. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir un évaluateur qui va évaluer à la fois de la mobilité et du partenariat, étant donné que là, pour cette année, en tout cas, et je pense que ce ne sera pas la même chose l'année prochaine, on va reprendre les habitudes où effectivement on pouvait s'inscrire sur 2 actions. Et là, pour cette année, les périodes d'évaluation sont extrêmement, se chevauchent énormément. Donc, ça va être très compliqué d'évaluer 2 actions en même temps. Après, il y a encore des questions précises. Il y aura aussi des éléments que vous pourrez reprendre aussi dans le PowerPoint que Sylvie a présenté pour les chiffres, reprendre des éléments qui ont été détaillés. D'ailleurs, justement, comment est-ce qu'ils auront accès à la vidéo enregistrée ou au PowerPoint? Où est-ce que ça sera disponible, Sylvie? Oui, alors le diaporama sera disponible sur la plateforme des évaluateurs très rapidement. Pour l'enregistrement, donc on va récupérer le lien qu'on pourra envoyer par mail à l'ensemble des évaluateurs, pour, j'imagine, après le télécharger depuis une plateforme. Voilà. Merci. On te laisse continuer. Oui. Donc, pour les activités de l'évaluateur sélectionné, vous l'avez compris, à partir du 12 avril, les évaluateurs concernés recevront une formation à distance. On a un petit peu l'habitude quand même maintenant de ces formations à distance, sachant qu'on l'a déjà mise en œuvre non seulement à partir du mois de mars 2020, mais aussi pour les évaluations d'accréditation et de partenariat au mois de novembre, décembre. Donc, il y a plusieurs volets. Les premiers volets, ce sont un certain nombre d'apports de l'agence qui vous seront donnés sous forme de vidéos, sous forme de documentation, avec un espace documentaire accessible en ligne dans lequel vous pourrez retrouver tous les documents clés pour l'évaluation et qui seront hiérarchisés. Cette documentation sera structurée de façon à ce que vous n'ayez pas non plus trop de documents et que vous ne crouliez pas sous l'ensemble des documents. Donc, il y aura déjà un choix de documents et une structuration de cet espace documentaire pour que vous puissiez vous retrouver. Évidemment, des outils qui vous sont utiles pour évaluer, grille d'évaluation, entre autres. Et puis, à l'issue de ces différents modules, en fait, ça se passe sous forme de modules de formation qui vont… C'est pour ça que la durée est un petit peu allongée parce que tout ne vous est pas donné au même moment, mais à des moments différents tout au long de cette période. Et il sera prévu évidemment des échanges avec l'agence via une visioconférence, de façon à ce que vous puissiez poser des questions sur l'action
que vous allez évaluer au regard de la documentation ou des vidéos que vous aurez regardées. S'il y a encore des points qui ne sont pas clairs pour vous, ça sera l'occasion d'échanger avec l'agence. Donc, il y a un certain nombre d'apports de l'agence et parallèlement, vous avez les experts référents qui vont recevoir aussi le nom du groupe d'évaluateurs qu'ils auront à accompagner. Et donc, parallèlement, plutôt vers la fin avril, début mai, les experts référents prendront contact avec les évaluateurs donc, de leur groupe et puis pourront déjà se connaître un petit peu et échanger sur les méthodes de travail avec l'expert référent. Donc, ça sera un premier contact et c'est très important cette première réunion. Et comme il a été évoqué tout à l'heure, chaque évaluateur et expert référent auront à évaluer une candidature test qui sera harmonisée ensuite en direct, en groupe, via aussi une Zoom à distance, où il est possible de travailler par sous-groupe avec son expert référent. Et donc, c'est vraiment important pour qu'on puisse avoir un regard et s'harmoniser sur la compréhension de l'évaluation de telle ou telle action, ce que l'agence en attend et comment vous abordez les critères d'évaluation et voilà comment on peut avoir une compréhension commune de ces critères. Et nous proposerons aussi un corrigé type de l'analyse de la candidature test pour que voilà, vous puissiez avoir les attendus aussi de l'agence au niveau de ses commentaires. Donc, on a un petit peu trois grands piliers sur lesquels on s'appuie par rapport à ces formations à distance. Et puis, une fois que les dossiers vous seront attribués, vous avez vu donc les plannings tout à l'heure qui vous ont été présentés par Jean. Durant le mois de mai, juin et pour certains juillet, vous avez des périodes d'évaluation individuelle, de consolidation. Également, n'oubliez pas que vous pouvez être rappelé après les consolidations puisque l'expert référent relit une dernière fois les commentaires des évaluations. Et donc, s'il y a des choses qui ne sont pas encore, qui demandent explication, l'expert référent reviendra vers les évaluateurs. Et ça se fait évidemment à distance via la nouvelle plateforme qui sera mise en ligne par la commission. Alors après, on va passer à des questions que vous connaissez aussi, évidemment sur les conflits d'intérêts, parce que chaque évaluateur et expert référent signe une déclaration de non-conflit d'intérêts. Et nous avons toujours la même acception des conflits d'intérêts. Vous ne pouvez pas évaluer un projet d'une action et d'un secteur si évidemment l'organisme dans lequel vous travaillez est coordinateur ou partenaire d'un projet sur l'action et les secteurs concernés. Si vous-même vous êtes impliqué dans un projet sur l'action et le secteur concerné, et si vous avez vraiment accompagné la rédaction d'un projet sur l'action et le secteur concerné. Ça veut dire que si vous avez accompagné la rédaction d'un projet de partenariat sur le secteur scolaire, vous pouvez très bien évaluer un projet de partenariat, mais sur le secteur EFP, par exemple. De toute façon, si vous avez un doute, pour tout doute, vous communiquez à la personne qui sera référente de l'action et du secteur à l'agence et nous verrons avec vous voilà, si c'est vraiment un conflit d'intérêts ou pas. Et nous en venons effectivement à la grille tarifaire puisque nous avons eu une assemblée générale le 12 mars qui a statué sur cette grille provisoire pour les évaluations 2021, sachant qu'on devait quand même avoir un premier round, on va dire, de l'ensemble d'évaluation de l'ensemble des actions pour pouvoir ensuite ajuster pour les années suivantes, éventuellement, les tarifs. Donc, on retrouve un certain nombre de tarifs à la fois pour les salariés et les prestataires qui s'appuient sur l'ancienne grille. On a simplement introduit aussi des lignes à chaque fois différentes pour les candidatures test, de façon à ce que ce soit bien clair la rémunération des candidatures test pour chaque action et en fonction de chaque statut des évaluateurs. Donc, cette grille, évidemment, sera sur la plateforme des évaluateurs au moment de l'inscription.
Pour les modalités administratives, alors on a vraiment mis le focus sur le paiement des évaluations, sachant que bon, on ne va pas faire pour l'instant, pour ce semestre en tout cas, de déplacement et donc qui entraîne des remboursements de frais. Vous signez, si vous êtes sélectionné pour évaluer, un contrat avec l'agence et vous serez payé sur facture si vous êtes auto-entrepreneur, donc prestataire, ou sur bulletin de salaire si vous êtes fonctionnaire, salarié, retraité, etc. Donc, selon les statuts finalement de l'évaluateur. Est-ce que vous avez des questions à poser sur les évaluateurs, pardon, les diapositives qui viennent de vous être présentées avant de conclure avec une dernière diapositive? Sur celle-ci, il y a eu juste encore une petite question sur est-ce qu'il y a il y aura des nouvelles grilles d'évaluation? Oui, mais il n'y a pas non plus de très, très gros changements sur ces grilles d'évaluation. On retrouve quand même beaucoup de choses identiques. Est-ce que quand il y aura double évaluation, il y aura bien un ancien et un nouveau? Oui, tout à fait. C'est une bonne pratique d'avoir un ancien évaluateur et un nouvel évaluateur, oui. Et par contre, quelqu'un qui fait partie d'un consortium, j'ai perdu. Est-ce qu'être partenaire d'un consortium SCO accrédité est un problème par rapport au conflit d'intérêts? J'imagine que c'était au moment du conflit d'intérêts. Oui, alors oui, enfin, si la personne elle fait partie d'un consortium, si elle est partenaire d'un consortium donc qui est accrédité, donc qui a reçu l'accréditation au mois de, voilà, de février-mars, là, les résultats sont parus. Cet organisme ne dépose pas de projet de mobilité. Donc, pour moi, elle n'est pas en conflit d'intérêt si elle veut évaluer des projets de mobilité, puisque les demandes d'accréditation, les organismes accrédités vont déposer juste une demande de financement, mais pas un projet de mobilité de courte durée. Donc, là, moi, je ne vois pas de conflit d'intérêt. J'ai une question aussi que j'ai repérée et à laquelle je ne sais pas répondre, moi étant encore trop nouveau. Si l'on s'inscrit à plusieurs sessions, est-ce que l'on peut hiérarchiser, préciser ses préférences? Alors, c'est une bonne question, mais vous avez vu l'outil qui est un petit peu archaïque. Alors, c'est pareil, la plateforme des évaluateurs, nous souhaitons la faire évoluer, mais les informaticiens de l'agence sont totalement surbookés par tout un tas de nouveaux outils qui doivent être mis en place. Donc, elle ne sera pas, dans un premier temps, ce n'est pas la grande priorité, mais elle va évoluer. Et donc, ça, c'est une bonne remarque. On pourra la faire évoluer pour signifier les préférences finalement. Mais là, il n'y a pas de possibilité technique d'indiquer les préférences en termes de positionnement sur plusieurs actions. Et par rapport à la question tout à l'heure sur la rédaction en langue anglaise, il était précisé que la question ne portait pas tant sur le travail côté agence, mais sur les porteurs de projets qui étaient menés à choisir cette langue. Donc là, je ne vois pas trop, je suis désolé, je ne comprends pas trop la question. Nous, on n'en tient pas compte. S'ils sont menés à travailler en anglais, ça ne les pénalise pas, ça ne les avantage pas. Je cerne mal la La question. question, Peut-être qu'on oui, rééchange. surtout, d'autant plus qu'en général, surtout pour les partenariats, la candidature doit se faire dans une langue que tous les partenaires européens comprennent. Donc, il arrive que quelques projets soient en français, mais c'est assez rare. La plupart des projets sont en langue anglaise, de façon à ce que l'ensemble des partenaires puissent être d'accord sur la candidature. Ça Je me pense que paraît… justement, la question, c'est par rapport au retour que nous on fait. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas en anglais? Puisque justement, la langue de communication du partenariat, c'est l'anglais. Enfin, je ne veux pas répondre à la place de la personne qui a posé la question, mais j'ai l'impression que c'était un petit peu la question, puisque justement, après, pour retransmettre en fait à l'ensemble du partenariat, ça veut dire qu'il faut faire une traduction. Voilà. Tout à fait. Ça veut dire que le coordinateur, il est tout à fait en capacité, puisqu'il a fait la candidature en anglais aussi, de transmettre l'évaluation en anglais à ses partenaires. Tout à fait. Oui, c'est exactement ce que j'avais compris. Elle répond que oui. Et la tarification pour les experts référents, du coup, est-ce que c'est la même que
que l'année passée? Je crois que j'ai vu passer cette question. Alors oui, les experts référents étaient rémunérés sous forme d'un forfait. Donc le forfait est à 1 200 € et pour l'année 2021, ce forfait sera de 1 320 €. D'autres questions? Sur le conflit d'intérêts. Oui. 2 questions. Alors, c'est un évaluateur qui nous dit que son organisation est impliquée dans des projets en Italie. Et est-ce qu'il pourrait évaluer ces projets-là en France? À partir du moment où il n'est pas partenaire d'un projet qui sera coordonné par la France, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas qu'il y ait de lien finalement avec les projets qui seront déposés. Et est-ce qu'en tant que bénéficiaire d'un MIC, Mobilité internationale de crédit, est-ce qu'on peut évaluer ces projets-là pour d'autres universités? Alors, évaluer des projets MIC? Oui. Oui. Alors, pour 2021, on n'aura pas d'évaluation de projets donc de mobilité internationale à évaluer, puisque cette action ne sera ouverte qu'en 2022. Donc pour l'instant, la question ne se pose pas. Et si on est sur un projet qui est déjà en cours de route, habituellement, ce n'est pas un conflit d'intérêt pour évaluer. Le conflit d'intérêt, il est là si on a déposé une candidature à l'appel à proposition en cours. Pour répondre plus largement. Pour les mobilités internationales de crédit, on peut peut-être préciser que les accords de partenariat au niveau européen ne sont pas finalisés, ce qui fait que le budget, puisque c'est sur un budget différent, n'est pas finalisé, ce qui explique que nous n'avons pas cette action. Pour ceux qui travaillent plus dans le domaine de l'enseignement supérieur qui nous écouteraient, il ne faut pas en déduire qu'il n'y aura pas de possibilité de se rendre hors Union européenne. Ce sera pris donc chaque établissement fera un choix sur son enveloppe Erasmus. Jusqu'à 20% de ces crédits pourront servir à ces mobilités dans des pays tiers. Donc, on est réellement sur une année de transition où on oublie un petit peu la mobilité internationale de crédit, où on se concentre, y compris pour les pays tiers, sur le budget Erasmus tel qu'on le connaît. C'est réellement une année un peu exceptionnelle, le temps que les accords se mettent en place. Je pense toujours sur le conflit d'intérêts. Est-ce qu'on peut être à la fois évaluateur et développeur? Alors, on peut être évaluateur et développeur à condition, c'est pour ça qu'on a aussi cette mention dans le conflit d'intérêts, à condition qu'on n'a pas accompagné la rédaction d'un projet. Parce que quelquefois, les développeurs sont vraiment aussi à l'écriture, à la coécriture d'un projet sur une action, un secteur. Si on peut très bien être développeur et organiser des réunions pour informer de potentiels candidats, là, ça ne pose pas de problème. Et si on est beaucoup plus à la rédaction d'un projet, là, on ne pourra pas évaluer sur l'action et les secteurs concernés. Bon. Et sur le calendrier, je crois que c'est la deuxième fois que je vois la question qui revient. Est-ce que l'année prochaine, on reviendra plus sur un calendrier plus classique, période 2014-2020, publication à l'automne, dépôt février-mars? Tout à fait. C'est tout à fait ce qui se passe habituellement. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une période de transition où tout est un petit peu bousculé et que voilà, on essuie un petit peu les plâtres. Et puis l'année suivante, pour l'appel à proposition suivant, on va retrouver nos marques avec des publications, je pense plutôt en novembre. On est plutôt voilà, sur ces dates-là. Et puis après, bon, on ne sait pas encore les nouvelles dates de dépôt, mais je pense que ce sera évidemment, et toutes les agences vont le réclamer, tous les candidats, d'avoir des dates de dépôt beaucoup plus proches de février-mars que celles qu'on a cette année, bien sûr. Alors, je voulais terminer sur une présentation de l'association Evalue, parce que une association s'est créée depuis quelques années maintenant, en février 2012, à l'initiative d'évaluateurs de l'agence.
Et cette association comprend, je pense, un peu plus d'une centaine d'adhérents maintenant, c'est une diapositive de l'an dernier. C'est une association avec laquelle on travaille beaucoup à l'agence. On a eu d'ailleurs récemment avec Jean et la direction une réunion avec la présidente de cette association, Viviane de Vriezer. Et c'est une association qui mène beaucoup d'actions de veille. Un certain nombre de groupes de travail aussi sont mis en place. Et puis des actions de formation. Donc il y a un plan de formation assez abouti. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter l'association pour avoir connaissance de tous leurs travaux, et vous avez le site qui s'affiche sur l'écran. Juste pour information, les formations qui vont se dérouler donc, par le biais de l'association Évalue au mois d'avril seront ciblées sur justement deux priorités de l'Union européenne et du programme Erasmus+, le numérique et l'inclusion. Et au mois de mai, ce sera plutôt des formations autour de la citoyenneté. Donc, voilà. Alors, je voulais aussi, j'arrête parce que s'il y a des questions, ce sera plus simple de se voir. Voilà, je voulais également vous proposer 4 petits sondages très rapides avec des réponses binaires, hein, oui, non, même peut-être, sur l'idée de s'inscrire sur quelle action et voilà, sur quelle action prochainement. Donc, on commence par la mobilité de courte durée. Est-ce que, sachant que la période d'évaluation va se dérouler entre fin mai et fin juin 2021, est-ce que vous comptez vous inscrire sur ce type de projet? Alors, ça bouge, ça bouge. Donc, on a quand même 52% qui répondent que oui, ça les intéresse. Il y en a qui ne savent pas encore, effectivement. Il faut aussi vérifier ses disponibilités avant de s'inscrire. Merci. Ça, c'était pour les actions de mobilité de courte durée. Après, on a aussi les accréditations de consortium qui ont à peu près le même planning, mais qui sont vraiment spécifiques à l'enseignement supérieur. Donc, ça concernera plus les évaluateurs de l'enseignement supérieur. Donc, c'est normal, on trouve beaucoup moins de personnes qui souhaitent se positionner sur cette action, étant donné que c'est très ciblé sur un secteur. Merci à vous. Donc, je vous propose un troisième et avant-dernier sondage sur les partenariats simplifiés. Donc, les partenariats simplifiés, vous avez vu qu'un peu échange de pratiques, des petits projets qui là seront évalués entre début juin, mi-juillet, grand maximum. Évidemment, si vous avez terminé vos consolidations avant la mi-juillet, voilà, ça sera toujours ça de gagner. Donc là, on a effectivement 58% des personnes qui étaient présentes qui souhaiteraient s'inscrire, et d'autres qui souhaitent vérifier. Et enfin, les dernières actions qui étaient les partenariats de coopération. Donc, ce sont les partenariats plutôt sur l'innovation, plutôt axés sur les productions innovantes telles que vous les avez un peu connues sur l'ancien programme, avec toujours le même type de calendrier. Donc voilà, on a effectivement quand même pas mal de mobilisation. Je trouve que c'est assez remarquable. Merci. Donc je mets fin au sondage. Partager les résultats. Je pense que vous n'avez pas vu les résultats. Voilà les résultats pour les partenariats de coopération. Je n'avais pas vu cette option-là. Donc je pense que c'est le premier sondage où vous voyez l'affichage de résultats. Bravo Sylvie. Bien, en tout cas, vraiment, merci beaucoup. Peut-être qu'on peut prendre quelques questions supplémentaires si jamais vous avez des questions qui vous semblent devoir être portées à l'attention de l'ensemble des évaluateurs. Pour la MIC, encore une question. Oui. Alors, cela veut dire que la possibilité de demander des bourses mobilité internationale pour l'ES
pour l'enseignement supérieur sur l'AC 131 que pour 2021. Donc en 2022, ça sera uniquement via l'EMIC ou les deux resteront possibles. Alors Jean, je crois que tu as commencé à répondre à la question, donc je pense que ça va perdurer, mais bon, pour cette année-là, tu as expliqué tout à l'heure. Oui, oui, oui. Si j'ai bien compris, on attend la publication du guide, il y a encore des choses qui fluctuent. On va garder cette possibilité d'avoir jusqu'à 20% de mobilité à l'international dans le sens hors pays partenaire du programme. Pays membres du programme, on va le conserver et s'ajoutera bien sûr la mobilité internationale de crédit telle qu'on l'avait connue, qui devra arriver en 2022 lorsque tous les accords financiers, les choix des pays prioritaires, le classement des pays par zone que fait l'Union européenne, lorsque tout ça sera terminé. Donc il y aura toujours ces deux enveloppes a priori. Ce qui peut avoir du sens, parce qu'il ne faut pas oublier que le Royaume-Uni sera un pays hors programme. Juste un petit point sur eValue par rapport à ce que Sylvie disait. En fait, il y a eu un lien pour rejoindre le réseau social les réseaux sociaux d'eValue avec un lien dans le chat. Et aussi que le 13 avril, oui, en effet, il y aura bien une formation sur inscription, je suppose. Voilà. Juste, ça a été précisé. Je ne sais pas si tout le monde a pu voir ça, mais en tout cas, c'est dans le chat. Merci. Et il y a énormément de personnes qui remercient toutes les informations qu'il y a quand même, qui ont été données pour la présentation. Voilà, il y a énormément de… Il y a une dernière question. Oui. Concernant les 20% des crédits pour les pays tiers, sont-ils dédiés uniquement aux mobilités sortantes ou les mobilités entrantes sont éligibles? Alors, 20% déjà n'est pas un chiffre absolu. Chaque établissement choisira dans la limite de 20%. Et après, là, je ne peux pas répondre. Je vous l'ai dit, je suis arrivé il y a un mois. Je suis certain, bien sûr, que c'est pour les mobilités sortantes. Je ne sais pas. Donc, je préfère ne pas dire de bêtises et qu'on revoie ça pour en reparler après. On a commencé à avoir des échanges avec les relations internationales des différentes universités, puis avec la partie relations internationales de la CPU. Donc, nous travaillons à tout ça. Et c'est un point pour l'instant que je n'ai pas encore entendu. Donc, je préfère vous le dire plus tard, puisqu'on aura d'autres moments d'échange. Sylvie vous l'a annoncé, elle a construit tout un planning d'échange, de formation, donc ce sera l'occasion. Bon. Bien sûr, vous avez eu quand même un certain nombre de questions évidemment précises, puisqu'en fait, on vous donne quand même un certain nombre d'informations tout en attendant la sortie du guide. Donc après, bien sûr, vous voulez avoir un petit peu plus de détails. Donc c'est tout à fait logique. Et ne vous inquiétez pas, dès qu'on aura toutes les informations bien précises, comme vient de le dire Jean, on vous transmettra tout ça. Et vous aurez aussi, en fait, via la plateforme des évaluateurs, en fait, le référent en fait à l'agence. Donc, je ne sais plus exactement comment ça fonctionne, mais pour avoir des questions peut-être plus précises, il y a quelqu'un qui demandait ça tout à l'heure. Mais il me semble que le référent du secteur, ça sera mentionné sur la plateforme des évaluateurs. Tu confirmes, Sylvie? C'est-à-dire qu'une fois que les évaluateurs seront sélectionnés, effectivement, vous, comme habituellement, vous envoyez un message à l'ensemble des évaluateurs sélectionnés. Les référents secteurs envoient un message aux évaluateurs. Voilà. Donc, voilà, ils auront effectivement leur référent agence. Bon. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation qui a été tout de même assez massive. Merci aussi d'avoir posé beaucoup de questions. On va regarder quand même l'ensemble des questions et voir de quelle façon, en mettant le diaporama à disposition, on pourra répondre à celles qui vraiment n'ont pas trouvé de réponse par rapport à vos préoccupations surtout. Donc, je voulais vous dire bon appétit parce que c'est bientôt l'heure. Et j'espère que vous allez vous inscrire effectivement nombreux sur ces sessions qui vont paraître très rapidement. Et voilà, merci d'être toujours dans l'aventure Erasmus+, pour l'horizon 21-27. À très bientôt. On a encore une question sur le deuxième appel à projet. Est-ce qu'on sait si en 2021, il y aura un deuxième appel à projet? Alors oui, effectivement, j'en vois qui se projettent déjà loin. Effectivement, on aura à la rentrée, comme on a eu en 2020,
une autre session d'évaluation des accréditations sur les secteurs scolaires, formation professionnelle et adultes. On continue à accréditer et donc à évaluer des organismes ou des consortiums. Et puis, pour les partenariats simplifiés, les partenariats autour des échanges de pratiques, on va dire les partenaires de petite échelle sur les 3 secteurs, il y aura effectivement obligatoirement un deuxième appel à proposition, toujours en octobre. Voilà. Donc, une période d'évaluation aussi, novembre-décembre, ce qu'on n'avait pas connu sous l'ancien programme et là qui va commencer à se mettre en place et à devenir rituel pour ce nouveau programme. Bon, désolé de ne pas avoir pu entendre vos voix, vos questions en direct. Encore une fois, merci pour votre participation et votre mobilisation. Et donc, à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir à tous. Merci. Merci à vous pour votre participation.